Bonjour, bonsoir. J'ai trouvé qu'il serait très intéressant de faire des vidéos accessibles à tous sur YouTube à propos des lépidoptères car il n'y a presque rien de français sur le sujet. J'espère que ce projet vous plaira car il me tient beaucoup à cœur et car je compte faire plusieurs vidéos de ce type. Dans cette mini-émission, on va s'intéresser à une sous-famille de papillons français en particulier et je me suis dit quoi de mieux pour commencer que la sous-famille Papilioninae. On débutera par une présentation de la sous-famille, puis j'essayerai de vous décrire au mieux possible la biologie des espèces présentes dans celle-ci. Je vais essayer de rendre cette vidéo la plus accessible possible, donc certains termes scientifiques seront simplifiés. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer. C'est parti! Cette sous-famille Papilioninae se trouve dans la famille Papilionidae. Dans le monde, cette sous-famille possède 5 tribus. Batina, Leptochirchini, Papilionini, Troidini et Troidina. À l'intérieur de ces tribus se trouvent des genres. Le genre, c'est le nom que l'on aura en première partie du nom scientifique. Par exemple, dans Homo sapiens sapiens, Homo c'est le genre, Sapiens c'est l'espèce, et on peut même aller plus loin en disant que le dernier sapiens c'est la sous-espèce. En France, seules 2 tribus et 2 genres sont présents. Dans la tribu Papilionini, on y retrouve le genre Papilio, puis dans la tribu Leptochirchini, on y retrouve le genre Iphiclides. Sur notre territoire, on ne trouve que 5 espèces. On a le plus connu, Papilio macaon, le macaon, mais aussi Papilio alexanor, l'alexanor, le porte-queue de Corse, Papilio hospiton, le flambé, Iphiclides podalirius, et le voilier blanc, Iphiclides feistamelii. Sur les photos que vous venez de voir, vous avez peut-être remarqué qu'il est assez dur de les différencier pour un œil non averti. On va du coup détailler la biologie de chacune des espèces et vous verrez qu'il vous sera un peu plus facile de les différencier. Alors voici le macaon, qu'on appelle aussi le grand porte-queue grâce au prolongement de ses ailes. Il est présent dans toute la France. Beaucoup pensent qu'il est rare, mais il suffit juste d'ouvrir les yeux. Rien qu'en l'espace de quelques jours, j'en ai trouvé une dizaine en lisière de forêt. Mais on le voit aussi de temps en temps en ville. Les chenilles des Papilioninae ont 2 caractères récurrents. Pour les premiers stades, elles adoptent un mélange de couleurs noir et blanc. Cela a pour effet de dissuader le prédateur qui va alors penser que c'est une fiente d'oiseau. Elles possèdent également un organe qui ressemble à des antennes juste au-dessus de la tête qui s'appelle l'osmétérium. Il se déploie et dégage une forte odeur lorsque la chenille se sent en danger. Malheureusement, même avec ces 2 mécanismes de défense, la chenille est très souvent parasitée, et si vous voulez un jour les élever, je vous conseille de faire pousser les plantes chez vous. Sinon, si vous prenez les plantes sauvages, elles ont de forts risques de porter le virus VPN, donc le virus de la polyhédrose nucléaire. Pour cela, vous pouvez remercier fortement les agriculteurs avec leurs pesticides, et malheureusement, beaucoup de chenilles meurent dans la nature à cause de ça. D'ailleurs, pour les plantes sur lesquelles ces chenilles se nourrissent, ce sont des plantes souvent à croissance rapide. Elles se nourrissent sur diverses plantes de la famille des ombellifères, donc Apiaceae, la nette, la carotte, le persil, le panais, le fenouil, mais elles se nourrissent également et très étrangement de rufétides que l'on met souvent dans les jardins en tant que plantes insecticides. Pour ce qui en est du papillon, il a 2 moyens de défense. On peut remarquer une paire d'ocelles qui, avec les 2 queues aux extrémités du papillon, qui lui doit son fameux surnom de grand porte-queue, le papillon peut faire croire au prédateur que ce sont des yeux et des antennes, ce qui peut par moments lui laisser la vie sauve. On peut également voir que sur les ailes du dessus, il y a une fausse paire d'yeux, c'est son moyen de défense ultime qui va là plutôt essayer d'effrayer le prédateur si le premier ne fait pas effet. On peut retrouver également la combinaison des 3 couleurs bleu, jaune et rouge qui est beaucoup présent dans la nature. C'est un signe de danger qui veut dire « ne me mangez pas, je suis toxique » même si le papillon ne l'est pas. Pour ce qui en est de son évolution saisonnière, je prends le tableau du site European Lepidoptère qui a de bonnes informations sur le sujet. Le stade sous lequel les papillons de cette famille passent l'hiver est le stade de chrysalide. Les papillons vont alors commencer à naître d'ici le mois de mai. Il y a 2 générations annuelles, donc les premières pontes s'effectueront dans le mois de mai, puis ensuite la chenille va se développer durant le mois de juin, elle va faire sa chrysalide et les papillons vont ressortir encore une fois pendant le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on peut les voir presque tout le temps du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Puis, comme l'espèce passe l'hiver sous l'état de chrysalide, les papillons vont pondre une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on pourra observer encore une fois les chenilles,
du mois d'août jusqu'à la mi-octobre. Alors l'Alexanor, lui, c'est un papillon qui est protégé en France. On le retrouve dans quelques départements à la frontière entre France et Italie, au sud du Rhône-Alpes et dans une grande partie de la région PACA. Sa chenille est plus pâle que celle du macaon et elle possède également un osméterium, comme toutes les espèces que l'on va voir aujourd'hui. Ces plantes hôtes sont le petit cotis saxifrage, le cécélie des montagnes, l'Opapanax de Quiron et le Trinia vulgaire. Pour le différencier du macaon, je dirais que c'est un papillon aux formes un peu plus géométriques et d'après moi c'est ce qui fait tout son charme. Malheureusement, certaines de ces populations sont en danger critique. Toujours d'après le site European Lepidoptère, il n'y a qu'une seule génération par an. Les papillons vont commencer à sortir à la fin du mois d'avril et vont voler jusqu'en mi-juillet. D'après le site, on peut trouver les chenilles de juillet à la mi-août, puis ensuite elles vont faire leur chrysalide et ce sera tout pour l'espèce-là. Pour le porte-queue de Corse, il est protégé en France mais il n'est présent qu'en Corse. Sa chenille se nourrit de peucédans, de rues de Corse et de férules communes. Sa chenille est assez différente de celle du macaon et cette fois-ci, le noir domine sur la couleur verte. Pour différencier les deux adultes, c'est un peu plus compliqué. Les traits de Papilio hospitone sont un peu plus accentués que ceux du macaon, mais les queues qu'il a en bas des ailes sont moins longues. Au niveau de son évolution annuelle, il n'y a qu'une seule génération par an, l'adulte vole d'avril à juillet, et on peut trouver les chenilles du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. On va désormais passer au genre Iphiclides avec Podalirius, le flambé, qui est présent dans presque toute la France, hormis l'extrême nord et le département du Finistère. L'espèce est protégée en Île-de-France à cause de l'urbanisation. Sa chenille se nourrit de quelques arbres fruitiers, mais en général l'espèce préfère le prunelier, on peut également le trouver sur de l'aubépine. Sa chenille, même au dernier stade, est assez petite. Elle ressemble à une limace verte de 4 à 5 cm, ce qui lui permet de se fondre complètement dans les feuilles de prunelier. Pour ce qui en est de son évolution annuelle, il existe 2 générations par an. Les papillons vont commencer à sortir fin avril, il sera alors possible mais très dur de trouver les chenilles pendant le mois de juin, et les papillons vont ressortir de la mi-juillet à la fin août et vont laisser place à une dernière génération. On trouvera ensuite leurs chenilles de la mi-août à la fin septembre, puis les chrysalides diaposeront jusqu'à l'année d'après. Finalement, pour le voilier blanc, Iphiclides feistamellii, on le trouve uniquement dans l'extrême sud de la France, très proche des Pyrénées. Le développement de sa chenille est le même que celui du flambé et ils se nourrissent également des mêmes plantes. Les 2 seuls moyens de le différencier du flambé, c'est que ses traits sont un peu plus foncés, mais aussi les ocelles sont un peu plus détaillées. Donc voilà tout pour la sous-famille Papilioninae, j'espère que ça vous a plu, j'essayerai de faire plusieurs vidéos de ce type, donc encore une fois laissez-moi votre avis dans les commentaires, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.